En choisissant aujourd'hui de disserter du sexe des anges, je m'inscris dans une vieille tradition philosophique et théologique sur un sujet largement synonyme de questionnement infini et inutile. Et en réalité, j'aurai beaucoup moins à vous dire au sujet du sexe des anges que du sexe des dieux, car les anges, tels que nous les figurons avec des ailes et des flèches, n'existent pas dans la mythologie polynésienne. Mais néanmoins, les créatures intermédiaires entre les dieux et les humains y abondent, notamment des entités protectrices et des messagers qui, au fond, répondent remplissent à peu près les mêmes fonctions que les anges de l'imaginaire occidental. La question principale qui m'intéresse est celle du sexe ou genre des divinités polynésiennes, telles qu'évoquées dans les récits mythiques dont nous disposons. Aussi imparfaits que soient ces récits, recueillis pour l'essentiel au XIXe siècle, et je sais que la tendance est vraiment à un examen de plus en plus circonspect de ces sources anciennes. Néanmoins, c'est principalement vers ces sources que je me tournerai, sans ignorer qu'on aurait pu aussi choisir d'étudier des objets muséographiques qui ont certainement des choses à nous apprendre également sur le sexe des divinités et sur leur représentation. Ma question principale sera donc de savoir si les divinités polynésiennes traditionnelles se rattachaient à un genre précis et s'il était exclusif. Après quelques rappels relatifs à la nécessaire distinction entre des dieux et déesses proprement dits et d'autres entités créatrices évoquées dans les cosmogonies polynésiennes, nous verrons que les divinités polynésiennes sont globalement de sexe masculin, même si des divinités féminines existaient, souvent reliées à la terre et à son intériorité. Et je tenterai enfin d'analyser une scène particulièrement originale rapportée dans l'ouvrage de Te Wira Henry, Tahiti aux temps anciens, sexe original qui voit l'échange de leur genre par la divinité féminine Atea et la divinité mâle Fa'ahotu. Alors pour commencer, divinité ou principe d'origine, qu'est-ce qu'un dieu ? Les réponses à apporter à cette question paraîtront là encore infinies, même si plus fondamentales sans doute que celles en rapport avec le sexe des anges. S'agissant des cosmogonies polynésiennes, il est important de distinguer de grandes figures divines proprement dites, ce que les anglo-saxons appellent First Order Anthropomorphic Gods, et des essences qui ne sont pas des dieux, mais plutôt des principes ou des entités qui sont la plupart du temps préalables à l'apparition ou à la naissance des grands dieux. Autrement dit, et hormis dans le cas assez unique des îles de la société, donc on a l'habitude, c'est vrai, nous, d'un cas de figure dans lequel c'est un Dieu qui crée tout, mais hormis dans ce cas de figure des îles de la société, ainsi que dans le cas des cosmologies maoris si controversées relatives à une entité divine primordiale unique qui s'appelait Io, hormis dans ces cas, ce ne sont pas des grands dieux qui créent l'univers, mais plutôt des forces cosmiques, lesquelles s'unissent et donnent ultérieurement naissance à des grands dieux. Et ces grands dieux deviennent eux-mêmes les ancêtres de multiples dieux, demi-dieux, héros, rejoints dans le pot, dans l'univers mystérieux des origines, des dieux et des ancêtres, par certains esprits d'humains ultérieurement déifiés. Les entités primordiales à l'origine de l'univers s'unissent de façon binaire. Elles s'accouplent, avec l'affirmation assez générale de l'union du masculin et du féminin, du supérieur ou du plus haut, et de l'inférieur. Inférieur correspond à ce qui est plus bas, mais aussi, et l'ambiguïté n'est pas peu significative, à ce qui est plus bas et à ce qui est basique, autrement dit peut-être, et c'est toute la question, premier. Également, l'union de corps ou de principes solides et liquides, souples et durs, minéraux et végétaux. Et souvent dans ces récits cosmiques, le terme papa est employé pour évoquer tantôt le seul élément inférieur ou basique du bas, tantôt la paire originelle avec alors la distinction d'un papa du haut et d'un papa du bas. Papa n'est pas à proprement parler une divinité, et à ma connaissance, dans aucune île polynésienne n'existait de temple voué à l'entité papa en tant que tel, même si des rites pouvaient lui être consacrés, notamment aux îles Hawaï. Les principales sculptures polynésiennes qui représentent Papa sont celles des Maoris de Nouvelle-Zélande, sur lesquelles elle apparaît toujours en compagnie du ciel Rangi, son partenaire. Cependant, nous n'ignorons pas l'existence dans toute la Polynésie de nombreux cultes de l'abondance et de la fertilité en rapport avec la terre, avec laquelle Papa peut en grande partie être assimilé.
C'est pour moi un principe, ça n'est pas exactement une déesse. En tant que nom commun, Papa désigne dans l'ensemble des langues polynésiennes tout élément horizontal, plat, socle, niveau, base, fondement, dalle. L'entité originelle Papa est donc la terre en tant que sol et matière dure, rejoignant l'idée grecque de chton, d'où chtonien, autochtone, etc. Papa est la terre, mais aussi, de façon figurée, tout point de départ d'une croissance, d'un développement, d'une construction. C'est une base. C'est par exemple à partir de Papa qu'est formé le mot généalogie, récit d'origine très important dans les sociétés polynésiennes. Whakapapa chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, Papar Atupuna, empilement des ancêtres en tahitien. Les cosmologies polynésiennes, qui présentent souvent l'univers sous une forme stratifiée, mentionnent l'existence parfois de 2, voire même de multiples papas, comme autant de socles ou de plateformes superposées formant l'univers. Et sans aucun doute, l'entité première, basse, inférieure, papa, représente un principe d'origine et aussi de matérialité de nature très féminine. Matière et matrice, elle enfante l'humanité sous les traits très masculins du premier humain, Tiki ou Ti'i, dans nombre d'îles polynésiennes. Les mythes tahitiens sont ici sans ambiguïté, qui présentent Papa comme une sorte de bassin que le principe fécondant masculin Tetumu, c'est-à-dire la souche, l'origine, le tronc, ou bien le dieu Ta'aroa lui-même, viennent chevaucher, pénétrer pour donner naissance à l'humain Ti'i. Le nom complet de Papa est aux îles de la société Te Paparharha, le socle Papa, couvert de poils, de duvet, de pellicules, selon le dictionnaire de l'Académie tahitienne. La terre est donc extrêmement féminine. Et Ti'i n'est pas le seul produit de ces unions, qui donnent naissance aussi à des entités divines. Et certaines de ces entités divines sont dotées d'une féminité qui vient de leur mère, la terre Papa, comme par exemple les déesses des forêts, que l'on retrouve aussi dans les textes de Te Wira Henry, qui se nomment Rauata Ura, Rauata Mea, Rauata Ati, ainsi que Te Noa, déesse de la chaleur spontanée de la terre. L'association de la terre à la féminité est une figure récurrente des cosmogonies polynésiennes. Une terre à la surface fertile, féconde, mais aussi et surtout une terre profonde, sombre, domaine de force non maîtrisable, origine de multiples périls. En effet, dans les mythes polynésiens, la terre chaude, charnelle, maternelle, féminine, est aussi assassine. Telle est la leçon des mythes relatifs au demi-dieu Maui, qui, dans les traditions de nombreuses îles, rapporte le feu du centre de la terre pour l'offrir aux humains. Maui est chez les Maoris de Nouvelle-Zélande un demi-dieu espiègle et aventurier qui entreprend une traversée du corps féminin de Hinetitama ou Hinenui Tepo, la déesse des profondeurs chtoniennes. Il plonge tête première dans son vagin où il meurt étouffé, vaincu. Il n'est pas difficile avec Serge Dunis, dans son ouvrage de 1984, de lire ce mythe de façon psychanalytique comme la métaphore de la mort du sexe masculin à l'issue du coït, voyant le triomphe de la femme qui vient à bout de celui qui avait cru la dominer, la soumettre. Je vais maintenant vers la question d'une possible bisexualité originelle des grands dieux. Les aspects destructeurs de la femme expliquent qu'à Samoa, ce soit une divinité féminine, Nafanua, nom dans lequel se reconnaît aisément l'identité de la terre, Fanua, Vanua, etc., ce soit une divinité féminine qui représente la déesse de la guerre. La chose n'a rien d'extraordinaire, d'autres civilisations ayant connu des déesses de la guerre et non des moindres. En réalité, la déesse samoane Nafanua n'est pas une déesse des techniques du combat ou de l'art de la guerre, mais plutôt une puissance ravageuse, source de mort, d'où son association à la destruction et à la guerre. Voisines de Samoa, les îles Tonga ont attribué une très grande importance dans le panthéon des dieux originels à une autre figure divine, Hikuleo. Sa fonction principale était de garder le royaume des âmes des chefs,
Pulotu ou Bulotu selon les îles, et en tout cas Pulotu à Tonga. Et l'idée c'est que Hikuleo étant le gardien ou la gardienne justement du royaume des morts, eh bien, il essayait d'accroître le nombre de morts tout simplement, et donc il est à l'origine, ou il est dit à l'origine de certains tremblements de terre. La question du genre de l'entité divine Hikuleo des îles Tonga a inspiré de très nombreux auteurs. Et je citerai simplement les propos de Valerio Valeri, pour qui les incertitudes quant au sexe de Hikuleo sont porteuses de sens, contrairement aux affirmations de James, pour qui Hikuleo incarne la féminité. Il y aurait bien lieu de voir, dans le cas de Hikuleo, un dépassement de l'opposition du masculin et du féminin. En tant qu'entité cosmique suprême, Hikuleo représente une figure totale. Et c'est toujours Valérie qui parle. Pour moi, la bisexualité de Hikuleo indique qu'elle est au-delà du genre et aussi au-delà de la sexualité. À l'instar de Hikuleo, et conformément à l'image de bien des croyances occidentales, est-ce à dire que nombreuses auraient été les entités divines polynésiennes bisexuées, figures océaniennes d'une sorte de puissance originelle androgyne. En réalité, la bisexualité ou non-sexualité de Hikuleo est pour moi plutôt une exception, le panthéon des dieux polynésiens étant habité en majorité par des dieux mâles et même souvent très masculins, principalement Taane, dont le nom est le générique polynésien de l'humain de sexe masculin, ainsi que Rongo et Taaroa ou Tangaroa, deux dieux majeurs dont la masculinité ne fait aucun doute. Et le cas de Atea, qui est aussi une grande divinité polynésienne, va être envisagé dans peu de temps. De mon point de vue, rien dans ces îles ne plaide en faveur de la théorie d'une quelconque bisexualité ou androgynie des dieux. Et en réalité, si Hikuleo a pu être associé à la féminité, c'est que son royaume, Pulotu, est tantôt perçu comme une contrée céleste, puisque les âmes s'y envolent, tantôt comme une terre située à l'ouest, une terre d'origine des ancêtres, une sorte de terre-mère, puisque à l'origine des migrations, donc un pays des ancêtres, et tantôt aussi comme un univers chtonien, à la fois liquide, sous-marin finalement, et solide. Et en tant que lieu des origines ou lieu souterrain, Pulotu possède une dimension maternelle et utérine avérée, d'où cette figure gardien ou gardienne peut-être de la divinité qui en garde l'entrée. Et on retrouve la même dimension maternelle et un peu utérine lorsque c'est la terre Hawaiki qui remplace la terre Pulotu dans la partie de l'est de la Polynésie. Donc les divinités polynésiennes sont souvent masculines, il existe des divinités féminines, elles ne sont pas majoritaires et leur féminité est bien établie, notamment aux îles Hawaï où existent des divinités liées soit à la grâce, à la féminité, à la danse, au hula tout simplement, et également des divinités liées au volcanisme, donc toujours à cette terre dangereuse, féminine, qui déverse ces matières de lave, et c'est évidemment ici la question de la figure féminine de Pélé, la déesse hawaïenne originaire de Kahiki, de l'ensemble des îles du Sud qu'on peut assimiler à Tahiti, installée dans le cratère de Kilauea, et là-dessus les écrits sont très nombreux. Et dans le cas précis de l'île de Tahiti, il existe, outre les déesses de l'intérieur de la Terre, des cavités et des forêts de la surface de la Terre, il existe aussi des déesses de la parole, ainsi qu'une déesse extrêmement féminine de la musique, de la danse et des divertissements et enchantements qui s'appelait Uratete, c'est-à-dire le sublime sexe féminin. Et ce qui est intéressant, c'est l'association des déesses, de certaines déesses à la parole, alors que la parole est une activité extrêmement masculine et cérémonielle dans les sociétés polynésiennes. Mais peut-être est-ce qu'ici on appréhende la parole
sous l'angle privé, comme une parole éventuellement séductrice ou moqueuse qui différerait de la parole masculine et publique. On trouve aussi dans l'ensemble tahitien une déesse féminine liée à la guerre, qui est la déesse Toimata, fille du grand dieu de la guerre Oro. Et dans l'ensemble tahitien, aux îles de la Société, les femmes n'étaient pas l'objet d'offrandes ni de sacrifices pour des raisons idéologiques, et je sais que tout le monde ne va pas être d'accord, mais qu'on peut estimer liées à leur impureté. En effet, leur sang menstruel s'écoule suivant un calendrier lunaire interne à la femme, à l'inverse du sang sacrificiel, qui lui est un produit culturel dont l'écoulement est ordonné suivant un calendrier décidé par les hommes et à destination des dieux. Donc les femmes n'étaient pas l'objet d'offrandes ou de sacrifices humains, avec quand même deux exceptions dans lesquelles on pouvait non pas sacrifier des femmes, mais porter leur corps au temple, au marais. Premièrement, les femmes tombaient à la guerre, car certaines femmes faisaient la guerre, et ayant rempli une fonction masculine, finalement, elles avaient certainement basculé du côté de la masculinité, et on pouvait offrir leur corps sur un marais à ce moment-là. Et la deuxième exception concernait les femmes qui étaient mortes d'une attaque en sorcellerie. Et mon interprétation, c'est que, étant mortes d'une attaque en sorcellerie, elles sont déjà passées dans le pot, et donc elles ont déjà pénétré l'univers des esprits, des ancêtres et des dieux. Et à ce moment, elles pouvaient, comme les femmes mortes à la guerre, être offertes au dieu Oro par l'intermédiaire de sa fille, la déesse Toimata. Voilà pourquoi la déesse Toimata était associée à la guerre. Je proposerai maintenant de jeter un regard un peu impudique sur une scène assez extraordinaire qui voit un échange de sexe, de genre, entre deux divinités dans l'ensemble tahitien, Atea et Fa'ahutu. Ce qui est extraordinaire, c'est l'idée que les dieux échangent leur sexe, qu'un dieu masculin soit d'ailleurs souvent puni en devenant un dieu féminin. Ça existe dans d'autres cultures, mais ici que deux dieux échangent leur sexe, c'est tout de même assez surprenant, et ça n'est pas le fait de leur volonté. La scène est dans l'ouvrage de Te Wira Henry, aux pages 382 à 384, et elle commence par l'évocation de la déesse ou entité féminine Fa'ahutu, qui est un principe de croissance, faire grandir, faire fructifier plutôt, dont les seins étaient plats, vides de lait, et il ne pouvait pas alimenter ses enfants qui mouraient. Et donc deux messagers vont aller rejoindre au firmament le dieu Tane et lui proposer une solution. Et la solution, c'est de transporter la partie visible de Atea, autrement dit de donner la féminité de Atea à Fa'ahutu, et inversement, la partie visible de Fa'ahutu à Atea. Le texte dit déplacer l'apparence masculine de Fa'ahutu vers Atea et inversement. Te mata o Atea a hopoi atu e mata no Fa'ahutu, te mata no Fa'ahutu a hopoi e mata no Atea. Te huru tāne o Fa'ahutu ra e hopoi an e ia no Atea e te huru wahine o Atea ra e hopoi an e ia no Fa'ahutu. Et en conséquence, le dieu Tane va déployer des enchantements sur Atea et Fa'ahutu qui vont être comme anesthésiés, endormis, et puis se réveiller avec une nouvelle apparence. Et Fa'ahutu devient femme, une femme aboutie, qui donne naissance à des enfants qu'elle va désormais pouvoir nourrir de ses seins pleins. Et parmi ces enfants, on trouve le dieu majeur, Ro'u. Et elle est présentée d'ailleurs dans ce texte comme la compagne, Fa'ahutu est la compagne de Tefatu. Tefatu, un dieu très masculin, fils de Tetumu ou Tumunui, et de la terre, Paparharha. Et à ce moment-là, Fa'ahutu donne naissance à d'autres enfants. Voilà. Donc on a une généalogie de ces dieux qui vont naître après la féminisation de Fa'ahutu. Et de son côté, Atea est devenu un dieu ou une entité masculine qui est dit s'unir à une dénommée Hotu, qui pourrait être la fille de Tefatu et Fa'ahutu. Voilà. Donc les yeux de Atea rencontrent les yeux de cette femme et ils s'unissent, puisque désormais Atea est une entité masculine. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'échange des sexes
qui précèdent ces unions fécondes. Tout d'abord, que les dieux ont un genre, un sexe. Et deuxièmement, qu'ils peuvent en changer, même si, dans le cas qu'on vient de voir, ce n'était pas exactement de leur fait ou de leur volonté, puisque c'était un enchantement qu'ils avaient subi de la part d'un autre dieu. Troisièmement, la masculinité et la féminité semblent avant tout une question d'apparence. On nous parle de mata, et on nous parle aussi dans le texte de huru, c'est-à-dire le visage, la face, la partie visible, masculine ou féminine, le huru, c'est-à-dire l'allure, l'apparence. Donc on n'évoque pas le terme de isho, qui en tahitien pourrait désigner une essence fondamentale, mais plutôt une question simplement d'une féminité apparente et d'une masculinité apparente qui vont être inversées. Quatrièmement, le but de cet échange de sexe est l'attribution d'une nature totalement féminine à Fa'ahutu, une nature généreuse qui va faire d'elle une mère susceptible de nourrir de son sein ses enfants. Et il semble que la féminité aboutie se comprenne donc de la capacité à la gestation et à l'allaitement. Cinquièmement, demeure entière la question de savoir pourquoi accomplir la féminité de Fa'ahutu en dépouillant Atea de sa propre féminité, alors que le dieu Tane aurait très bien pu doter Fa'ahutu d'une féminité sans l'emprunter à quelqu'un d'autre. Et au risque de décevoir peut-être les auditeurs en attente de leçons des mythes au sujet du genre des humains, je crois surtout que cet échange des genres s'explique pour des raisons religieuses, pour des raisons internes à l'économie du système religieux des îles de la société. On sait, et depuis 70 ans au moins, les travaux de Williamson nous l'ont bien montré, on sait la rivalité qui existait entre Atea et Ta'aroa dans la Polynésie de l'Est, principalement aux îles Gambier, aux îles Marquises et également aux îles de la Société. Et aux îles de la Société, on a ce phénomène de montée en puissance ou de monopole presque de la divinité Ta'aroa qui a produit une minoration logique et conséquente de la divinité Atea. Peter Buck, à son époque aussi, a bien expliqué ce phénomène, l'idée d'un remplacement de Atea à Tahiti et surtout à Raiatea justement, remplacement de Atea par Ta'aroa directement ou sinon par une créature ou un prolongement de Ta'aroa qui se nommait Tumu, Tumunui ou Tetumu. Et ce Tetumu se serait répandu de Raiatea et de l'ensemble tahitien vers les îles Cook, vers Rarotonga, mais pas dans toutes les îles Cook, puisque par exemple à Mangaia, on sait que c'est toujours la divinité Atea ou Vatea chez eux qui résiste. Donc Ta'aroa a finalement effacé ou essayé d'effacer Atea. Et pour moi, la féminisation de Atea peut s'expliquer ainsi. Car le coup de force de la scène tahitienne d'échange des sexes entre Atea et Fa'ahutu ne réside pas dans la transformation de Atea de femelle en mâle, mais dans l'affirmation préalable que Atea était un dieu femelle. Or, dans aucune île polynésienne, Atea n'est une divinité femelle. Aux îles Hawaï, Wakea est une puissance céleste éminemment masculine, et c'est vrai de l'ensemble des régions où Atea est présent. Donc, cette scène d'échange des sexes, pour moi, fait oublier le plus important, qui est le fait qu'on a d'abord féminisé Atea, et ensuite il a fallu quand même le rétablir à un moment dans sa masculinité. Car la féminité supposée de Atea ne pouvait pas être tout de même prétendue pendant trop longtemps. Cela étant, on aurait pu imaginer, puisque Atea a été féminisée, de l'unir au dieu Ta'aroa, mais la chose n'a pas vu le jour. Ça paraissait quand même assez impossible d'aller aussi loin. En général, le partenaire du dieu Ta'aroa ou de l'élément masculin, c'est la terre papa, dont on avait parlé tout à l'heure, la terre féminine, la terre matérielle, la terre matrice, qui va permettre de faire naître des entités, et notamment
de faire naître l'humanité en lui donnant, puisque l'humanité est un mélange de spirituel et de matériel, en lui donnant une certaine matérialité. Donc le partenaire de Ta'aroa est en général la terre papa. Atea n'est pas devenu un partenaire quand même de Ta'aroa, mais pour moi, c'est une scène qu'il faut d'abord comprendre, donc qui quelque part, et je suis désolé peut-être de vous décevoir, mais est moins intéressante sur l'idée d'un travestissement ou transvestissement ou d'un changement de sexe des dieux. C'est vraiment une scène qui s'explique comme le rétablissement de Atea dans sa masculinité, parce que c'est ainsi que Atea est dans toute la région, et je crois que le coup de force de la religion des îles de la Société de présenter Atea comme une divinité féminine n'était pas quelque chose qui pouvait être absolument durable. On aura donc compris que cette scène met en œuvre l'articulation des notions de genre et de hiérarchie, ce qui ne manquera pas de susciter l'intérêt de certains collègues anthropologues du Montien présents dans la salle. Et je suis un peu désolé de croire, quand même, au risque de déplaire à ces mêmes anthropologues structuralistes du Montien et à d'autres, que pour moi, l'affirmation initiale de la féminité de Atea avait servi à son infériorisation statutaire au profit de Ta'aroa. Mais on se consolera et on se réconciliera de façon malicieuse en faisant le constat que le dieu Tefatu, fils de Tetumu, tous les deux dieux très masculins, équivalents à Ta'aroa ou prolongement de Ta'aroa, on fera le constat que le dieu Tefatu, ayant pris pour compagne Fa'ahutu, après qu'elle fut devenue femme, vivait donc avec un Rere particulièrement abouti. Une belle leçon à méditer pour les derniers machistes de notre début du XXIe siècle. Merci.